Vous voyez l'automobile derrière moi? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. De nos jours, on ne peut plus rire de rien. Est-ce que cette phrase qu'on entend parfois dans des bouches grincheuses trouve une partie de vérité? On pourrait lui opposer un autre adage. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. L'humour est avant tout une affaire de goût. Une blague, selon le contexte dans lequel elle est lancée, l'intonation de la voix, le procédé sur lequel elle repose, le sujet qu'elle tourne en dérision, son timing peut faire mouche comme tomber à plat. Le cinéma n'échappe pas à ces contraintes. Pour qu'une scène soit drôle, les cinéastes cherchent à trouver le moment opportun pour apporter une touche de légèreté. On a effleuré ce sujet dans la précédente vidéo traitant des plans au cinéma. Sans verser dans le registre comique, un film gagne beaucoup à parsemer des touches d'humour ici et là. Parfois, le sujet ne s'y prête pas du tout. Mais les films entièrement dénués d'humour instaurent un climat solennel, pesant. Or, l'humour accompagne le cinéma depuis ses débuts. Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès comprend plusieurs gags visuels amusants. Le cinéma muet, amputé de la voix des personnages, mise sur les images et sur la musique. L'humour dépend aussi de la culture et des préférences personnelles. Tout le monde n'apprécie pas l'humour noir, de la même manière que tout le monde n'apprécie pas les blagues potaches. L'absurde. Eh Striker, si on faisait la pause, je commence à fatiguer. Ouais, d'accord, si tu veux. Merci. Il existe même des personnes qui ne veulent pas rire au cinéma. Avec le temps, les mœurs ont progressé. Comment l'humour au cinéma a-t-il évolué à travers les âges? Quels sont les différents types de gags qui existent? Sur quelles astuces repose-t-il? Essayons d'explorer toutes ces questions ensemble. L'humour n'a pas attendu le cinéma pour exister. Mais aujourd'hui, quand on repense à une œuvre artistique qui nous a fait rire, on pense peut-être plus volontiers à un film qu'à un livre, ou à une peinture drôle, bien que cela existe. À la manière de clowns de cirque, de grands noms encore aujourd'hui connus se consacrent à la comédie. Et pour faire rire le grand public, ils n'hésitent pas à mettre leur vie en jeu en réalisant leurs cascades eux-mêmes. Buster Keaton s'est mis plusieurs fois en grand danger. À l'ère où les effets spéciaux sont très limités, ces prises de risque constituent, dans le paysage cinématographique, une proposition tout à fait originale. Elles ébahissent les spectateurs et provoquent, par leur situation cocasse, le rire dans la salle. De leur côté, Chaplin, Laurel et Hardy, sans se mettre autant en danger, aiment se mettre dans l'embarras. Dans Livreur sachez livrer, Laurel et Hardy tentent d'acheminer un piano en haut d'une résidence bourgeoise. Bien sûr, leur maladresse ainsi que les obstacles incongrus qui se dressent sur leur chemin les entravent dans leur mission. Ils perdent une première fois leur colis lorsqu'une poussette arrive des escaliers. Une fois remonté, le piano glisse encore. Puis, aveugle dans ses mouvements, Hardy tombe dans la fontaine. Le piano est tracté, non sans difficulté, pour chuter d'un étage. Avant d'arriver imbibé d'eau dans le salon. Ici, plusieurs ressorts comiques alimentent le rire. Les attitudes bouffonnes des deux acteurs nous invitent à visionner le film avec un regard amusé. Les connaissant, on sait que la simple livraison d'un piano va se transformer en défi insurmontable. La répétition de l'échec, les erreurs de bon sens, les chutes des personnages et leur persévérance à toute épreuve nous captivent. On ne sait pas s'ils vont réussir à livrer ce piano, ni quelle sera leur prochaine cagade. Cet exemple se répète dans plusieurs films du duo comique. Les spectateurs qui se sont attachés aux personnages pourront suivre leurs aventures en mer ou au Far West. L'humour reste plus ou moins le même d'un film à l'autre. Chaplin, de son côté, utilise souvent l'humour pour aborder des thématiques sociétales. Dans les temps modernes, il critique principalement la déshumanisation causée par l'industrialisation. Il se met en scène dans une usine en train de travailler à la chaîne. Avec humour, il montre la répétitivité des tâches et accentue les conséquences qu'ont celles-ci sur les ouvriers. C'est une façon plus légère d'aborder des sujets politiques et sensibles. En France, dans les années 50, Jacques Tati pioche dans certains codes du cinéma de Keaton et de Chaplin pour créer le personnage de Monsieur Hulot. Comme eux, c'est un bonhomme qui s'exprime très peu et dont la gentillesse vire souvent à la bêtise. Il s'invite dans des fêtes mondaines, échoue tout ce qu'il entreprend, même ses vacances. Sa maladresse le rend drôle et attachant. Chez Tati, comme dans le cinéma muet dont on parle plus tôt, c'est le gag visuel matiné d'un comique de répétition ou de situation qui règne.
Mais par la suite, l'humour absurde s'est beaucoup développé. L'humour absurde est un type de comique qui repose sur l'illogisme et l'incongruité. Dans une situation donnée, les spectateurs attendent ou sont habitués à ce que l'action se déroule d'une certaine façon. Je comprends pas ce qui s'est passé. L'absurde court-circuite ses attentes en déviant le ton, en prenant par surprise les spectateurs. Les Monty Python fondent une partie de leur cinéma sur cet humour. Le film Sacré Graal, qui parodie le mythe arthurien, s'ouvre sur un chevalier se dandinant comme s'il montait à cheval. Bien sûr, tout le ridicule de la scène est qu'il n'y a pas de cheval. Mais cette absence est assumée. Ce qui aurait pu constituer une erreur rédhibitoire, à savoir un film de chevalier sans cheval, devient une marque distinctive, une originalité économique. Ce burlesque se retrouve dans tout le film à travers une discussion improbable sur le transport de noix de coco à dos d'hirondelle, un duel avec un chevalier récalcitrant, la communication amputée des chevaliers qui disent ni, les énigmes du vieillard ou encore l'affrontement d'une terrible bête. Dans d'autres films, le caractère grotesque d'une situation devient drôle parce qu'il détonne avec le sérieux des personnages. Les films de Abrahams et des frères Zucker, communément abrégés en Zaz, mettent les personnages face à un problème sérieux. Le crash d'un avion, l'assassinat prémédité de la reine d'Angleterre, problème qui se voit parsemé de gags en tout genre. Comme pour la peur, l'humour peut fonctionner par l'accumulation de blagues. Encore merci, encore une fois merci. Et bonne chance, nous sommes avec vous. La drôlerie dépend ensuite de l'habileté avec laquelle on les enchaîne. Noyer les spectateurs sous un flot de gags peut ne pas laisser le temps de rire. Aussi, il peut être difficile pour les cinéastes de trouver le bon rythme. Comment jongler entre la trame narrative et les plaisanteries? Est-il possible de faire les deux en même temps? Les Zaz l'ont déjà tenté. Lors de certaines scènes d'exposition, ils se servent de l'arrière-plan pour détourner le regard des spectateurs. Sur le papier, on peut rester concentré sur les dialogues. Dans les faits, notre regard est attiré par les pitreries en arrière-plan. Mêler le dramatique à l'absurde fonctionne bien. Quand il joue dans une comédie, Leslie Nielsen garde son sérieux en toutes circonstances. Ce décalage suscite d'autant plus le rire qu'il ne donne pas l'impression de le rechercher. Pour mieux comprendre cet effet, regardons ensemble la course-poursuite en voiture d'Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Le lieutenant Drebin réquisitionne un véhicule pour rattraper un homme. Pas de chance, il est tombé dans une auto-école. À ce moment-là, en tant que spectateur, on se doute que la conductrice débutante ne pourra jamais tenir l'allure. De voir qu'elle parvient à suivre le malfaiteur est déjà insensé. Par la suite, l'auto-école prend un contresens et se retrouve face à un camion. Le conseil pas du tout recommandable du moniteur. Extend your middle finger. Puis l'élève qui devient pilote automobile d'un seul coup. Et enfin le véhicule de l'homme traqué qui est aussi indestructible que lui. Dans la vidéo sur les plans, on évoquait plusieurs types de gags. Les Zaz opposent la pantalonnade et le stoïcisme, usant de trouvailles visuelles, parodiant à l'envi des scènes vues et revues dans les blockbusters, piochant dans des références cinéphiles pour rattacher les spectateurs à une passion commune, le cinéma. La saga des Y a-t-il un flic parodie les films d'espionnage. Y a-t-il un pilote dans l'avion reprend le scénario de Zero Hour pour le tourner en dérision. Hot Shot ironise les films de guerre, notamment Top Gun, tandis que sa suite ridiculise la figure masculiniste du héros de guerre invincible, rôle que Stallone a campé plusieurs fois dans la saga Rambo. C'était pas ma guerre! Ces parodies ont plus de chances de fonctionner sur un public ayant vu les films originaux. C'est à la fois la force et la limite de cet humour. Une blague incomprise ne fera pas mouche. Voilà un exemple type de blague cinéphile. Quelqu'un a écrit un jour « L'enfer, c'est quand tout raisonnement est impossible. Dans Platoon » Bien, et l'enfer, il est ici. Je ne suis ici que depuis 2 heures et je hais déjà cet endroit. Je suis épuisé. Ils me font lever à 5 heures du matin. Au début, j'ai cru qu'on m'avait donné le mauvais scénario. Mais non. L'apocalypse était now. Quelle carrière, ce Brando. Sorti premier de West Point, le Japon, la Corée, 120 sauts en parachute. Des batteries de médailles. Tu étais épatant dans Wall Street. Pour la comprendre, il faut savoir que la citation qu'écrit Topper dans son carnet vient du film Platoon, film de guerre dans lequel Charlie Sheen, qui incarne Topper, a joué. Ensuite, il fait un jeu de mots avec Apocalypse Now.
autre film de guerre dans lequel a joué Martin Sheen, le père de Charlie Sheen, avant que père et fils Sheen ne se rencontrent dans un caméo rapide où ils se félicitent mutuellement pour leur interprétation dans Wall Street, film dans lequel ils ont tous les deux joué. Quand on le sait, c'est pas mal, mais ce gag a toutes ses chances de laisser sur le banc les spectateurs qui ignorent ces informations. Épisodiquement, cela fonctionne tout à fait. Sur la durée, on prend le risque de n'amuser que les personnes qui partagent nos références. Toujours de l'autre côté de l'Atlantique, Mel Brooks multiplie les parodies de films célèbres. Dim your eyes. Too late. Après avoir détourné Frankenstein, il ridiculise les clichés du western, Star Wars, Robin des Bois, Dracula, dans lequel on retrouve Leslie Nielsen d'ailleurs. Les parodies sont plus drôles quand on connaît les originaux, mais elles restent divertissantes sans les avoir visionnés. Comme tout film s'appuyant sur un livre, une parodie peut donner envie aux spectateurs de s'intéresser aux films parodiés. En détournant les codes scénaristiques, on les met en évidence, ce qui, d'une manière amusée, laisse entreapercevoir leurs limites. La scène d'ouverture de La folle histoire de l'espace parodie l'ouverture d'un nouvel espoir. Après son générique iconique, Star Wars débute sur un petit vaisseau chassé par le destroyer stellaire impérial. La grandeur de celui-ci est soulignée par le temps que le vaisseau met à apparaître entièrement dans le cadre. Vous vous en doutez, chez Mel Brooks, le procédé est repris et exagéré. Le vaisseau prend une éternité à traverser l'écran. Si la blague peut sembler inefficace au premier abord, la durée excessive du plan a toutes ses chances de nous faire craquer. Mais en humour, la durée peut être synonyme de lourdeur avec ses qualités et ses défauts. L'humour beauf, dont le personnage d'Hubert Bonisseur de la Batte de la trilogie des OSS 117 est le parangon, désamorce la franchouillardise de son personnage en le ridiculisant en permanence. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Le duo comique qu'ils forment d'abord avec Larmina, puis Dolores, fonctionne parce que l'une comme l'autre, à travers leur indifférence, accentue les blagues vaseuses d'Hubert. J'aime me beurrer la biscotte. Tandis que Jean Dujardin, comme Leslie Nielsen, garde un sérieux désarmant alors qu'il se livre à toutes sortes de crétineries. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Quoique cela dépend des scènes. C'est en partie parce que le troisième film OSS n'associe pas Hubert avec un personnage flegmatique que les blagues visent souvent à côté. Et ce, en dépit du talent de Pierre Ninet, autrement plus drôle quand il ne joue pas l'acolyte bouffon d'un personnage déjà parodique. La plupart des comédies sont conscientes de la force humoristique d'un tandem contraire, le fou et le raisonnable, le grincheux et le béni oui-oui, le vieux briscard et le jeune téméraire, etc. Les buddy movies articulent l'intrigue autour de ce procédé. Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne conne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Vous avez de la chance. Adosser deux personnages idiots peut aussi fonctionner, mais on risque de tomber dans un humour facile ou répétitif. Le juste équilibre peut quand même se trouver. Il n'y a qu'à reprendre l'exemple de Laurel et Hardy, aussi stupides l'un que l'autre, ou aller chercher dans la série Kaamelott. Ouais, c'est pas faux. Kaamelott fonctionne aussi grâce au talent de dialoguiste d'Alexandre Astier, tout droit inscrit dans l'héritage des dialogues de Michel Audiard et de Bertrand Blier. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. De la même manière que Tarantino abuse de son écriture verbeuse, les films dialogués par Michel Audiard misent une grande partie de leur humour sur les répliques, et, par conséquent, sur le talent avec lequel les interprètes les donnent. Comment pouvez-vous concilier votre fonction de député catholique-démocrate avec votre métier d'avocat d'une grosse banque israélite? Les Tontons Flingueurs en sont un exemple frappant. En tant que tel, le film parodie les films noirs américains, dans lesquels un malfrat rangé des bécanes cède à ses associés ses différents commerces. Un bowling, une distillerie clandestine, une maison close en l'occurrence. À s'en tenir au synopsis, il n'y a pas de quoi grimper au rideau. C'est là que la distribution des rôles est cruciale. Georges Lautner parvient à réunir de nombreux acteurs connus pour leur aisance à manier le verbe et à jouer les durs. Lino Ventura, Bernard Blier, Jean Lefebvre. La limite de cet humour étant qu'il repose en très grande partie sur les dialogues. Pour qui n'apprécie pas la prose argotique, jouant souvent sur un phrasé viriliste, Les Tontons Flingueurs apparaîtra comme une longue pièce de théâtre filmée où les acteurs se livrent à un cabotinage verbal. Yes, sir. Pour les autres, amateurs de joutes verbales, ce sera l'inverse.
Il en résulte donc une comédie moins fédératrice, carte à blanc, pour le dire sommairement, sur un seul procédé humoristique. La palme de la scène la plus drôle du film revient sûrement à la beuverie dans la cuisine. Elle allie les répliques cinglantes à la folie alcoolique. J'ai trop un goût de pomme. Il y en a. Scène qui sera reprise quelques années plus tard dans Les Bronzés font du ski. Santé. A l'inverse, certaines comédies ne fondent leur humour ni sur les dialogues, ni sur la mise en scène, mais sur un procédé plus enfantin mais non moins efficace. Les grimaces. Grimaces auxquelles on pourrait ajouter les bouffonneries actorales. Le rire est sûrement plus facile à déclencher à travers des gags visuels qu'oraux. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Néanmoins, pour ne pas sombrer dans un humour puéril, une comédie a tout intérêt à ponctuer ses moments avec parcimonie. Du côté francophone, Louis de Funès, tout au long de sa filmographie, nous a amusé de nombreuses singeries. C'est devenu en partie sa marque de fabrique. Quoi qu'on ne puisse pas nier son sens de la réplique, Vous, c'était bien là-bas. Vous, c'était bien... enfin, c'est comme ça. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais, hein. ou son jeu de regard, capable de faire comprendre, en un rien de temps, à quel point un personnage l'exaspère. Du côté anglophone, en poussant le curseur encore plus loin, on pourrait penser à Jim Carrey. À travers Ace Ventura, The Mask, Dumb and Dumber ou Le Grinch, on est habitué à ses cabotinages. C'est précisément parce qu'il en fait trop qu'il parvient à déclencher le rire. L'humour de ces films peut se rapprocher d'un humour enfantin. Par là, je n'entends pas qu'il est puéril de rire à sa gestuelle, mais que celle-ci s'inscrit dans un registre très cartoon, tel qu'on pourrait en trouver dans Tex Avery ou Tom et Jerry par exemple. Contrairement à la dichotomie personnage sérieux, situation burlesque, dont on a parlé avec Leslie Nielsen, Jim Carrey fait n'importe quoi sur du n'importe quoi. Le duo qu'il forme avec Jeff Daniels dans Dumb and Dumber allie deux imbéciles pour, on le suppose, 2 fois plus de fun. Si ce n'est que d'ajouter une couche de bouffonnerie sur une autre peut donner la nausée. Une blague n'a même pas le temps de retomber qu'une autre refuse déjà, au risque de perdre définitivement notre attention. Comme une accumulation de drames dans une histoire peut nous lester d'un investissement émotionnel trop lourd, la prolifération de gags, surtout s'ils sont potaches, peut finir par nous lasser. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. C'est l'une des nombreuses limites que l'on peut identifier aux comédies, mais elles sont nombreuses. Justement, penchons-nous à présent sur la réception de l'humour. Comme évoqué en introduction, les comédies, suivant les générations, ont ironisé avec plus ou moins de pertinence des phénomènes de société, des stéréotypes, des grands événements. Cela contribue à rendre l'humour générationnel. C'est notamment marquant avec les conflits internationaux. On l'a vu avec Chaplin dans Le Dictateur, ce n'est pas le seul à avoir satirisé la Seconde Guerre mondiale. En France, des films comme La Grande Vadrouille et Où est passée la 7ème compagnie ont ridiculisé l'armée allemande et démantibulé des clichés militaires. On pourrait aussi citer Docteur Folamour, qui s'inscrit dans un contexte de guerre froide, avec quelques réminiscences nazies. MASH, pour la guerre de Corée. Good Morning Vietnam, pour la guerre du Vietnam, comme vous l'aurez deviné. La situation politique, comme les mœurs, pose un cadre humoristique. Preuve en est, on entend souvent, sur des blagues passées, qu'elles ne pourraient plus être faites aujourd'hui. Contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas tant une question sur la liberté d'expression que le regard que l'on porte sur le sujet raillé. Prenons un exemple. Dans Les hommes préfèrent les blondes, l'opposition entre la blonde naïve intéressée par les hommes riches et la brune futée attirée par les hommes désargentés reconduit des stéréotypes ringards sur les femmes, quoique cette opposition puisse avoir pour but, dans sa maladresse, de les dénoncer. En même temps, cet humour photographie un regard de l'époque. Des films comme La cage aux folles ou Pédale douce cristallisent, notamment par leur succès, une certaine perception de l'homosexualité à leur sortie. C'est pour cette raison qu'un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par sa manière d'aborder les préjugés racistes, joue au funambule. Même avec l'esprit ouvert, il peut être difficile de trouver certaines blagues drôles tant elles sont surfaites. Aujourd'hui, cela ne veut pas dire qu'il n'est plus possible de s'en moquer, dans la mesure où les gags restent bienveillants et conscients de leur caractère réducteur, c'est bon enfant. Dans OSS 117, c'est parce que Hubert est en permanence ridicule qu'il peut se permettre de tenir des propos indécents. Rechercher un nazi avec des juifs? Quelle drôle d'idée. Et pourquoi donc? Mais enfin, il va les reconnaître. Comment ça? Je sais pas, le nez déjà. A l'inverse, si toutes les blagues sexistes, racistes et impérialistes d'Hubert avaient suscité le rire des autres personnages,
le film aurait versé dans un humour beaucoup plus douteux. Les meilleures comédies sinuent en permanence entre le respectueux et l'irrévérencieux. Se montrer trop sage enlève la gratuité d'une blague. Adopter un ton cynique peut, à l'inverse, rebuter les spectateurs amateurs de comédie sans prise de tête. C'est pourquoi un film comme C'est arrivé près de chez vous divise tant. On prend le parti de suivre un tueur en série joué par un Benoît Poelvoorde malsain, inquiétant, imprévisible. Il reprend les codes du documentaire pour questionner la violence, mais il le fait avec froideur et immoralité. Sausage Party, à sa sortie, a subi la colère de nombreux parents qui sont allés le voir en salle de cinéma avec leurs enfants. Dans l'imaginaire collectif, les dessins animés sont synonymes de films destinés ou adaptés aux enfants. Or, le nombre de contre-exemples ne manque pas à l'appel. Persépolis, le tombeau des Lucioles, le magasin des suicides, on pourrait en prendre beaucoup. Même du côté des séries, montrer South Park ou BoJack Horseman aux enfants ne semble pas être la meilleure des idées. Sausage Party aborde avec un humour très noir des thématiques sexuelles et raciales. La bande-annonce et l'image que renvoie une saucisse désireuse de se glisser dans une miche de pain mettent la puce à l'oreille. On pourrait aussi réétudier la réception critique de La Grande Bouffe à sa sortie. L'idée de cette satire, mettre en exergue la société de consommation, l'égoïsme et le pouvoir dans le cadre d'un festin pantagruélique. Au menu, des scènes de repas interminables entraînant des maux de ventre, des flatulences et des déjections. Ce genre de comédie subversive ne peut pas entraîner autre chose que des réactions polarisées. Servi par une brochette d'acteurs vedettes, le film n'a pas échappé aux foudres de la presse de l'époque, qui l'a perçu comme une honte pour la France, tandis que d'autres ne voyaient qu'en cette critique fielleuse que l'aveu d'un miroir grossissant peu flatteur. En d'autres mots, c'est parce que le film les a offusqués qu'ils trouvent une part de vérité. C'est donc pour éviter le tollé médiatique que certaines comédies tournent en dérision des sujets consensuels. Lorsqu'on se moque de la guerre, à plus forte raison de l'Allemagne nazie, on ne risque rien. Un film n'est même pas obligé de s'attaquer à quoi que ce soit pour être drôle. Les limites s'établissent autant sur des critères moraux définis arbitrairement par les spectateurs que par leur type d'humour. Une personne à la recherche d'un humour subtil sera sûrement peu réceptive aux grimaces enfantines de Louis de Funès et de Jacques Villeray dans La Soupe aux choux. Ce même profil ne sera d'ailleurs pas plus réceptif à la plupart des films de Funès, étant donné qu'une partie de son humour repose sur son jeu, ce qui constitue une autre limite. C'est parce qu'on s'attend à voir De Funès jouer comme on a l'habitude de le voir jouer dans une comédie qu'on peut être enclin à aller voir un film avec lui. De Funès ne joue plus vraiment un personnage. De Funès joue De Funès, tel que les spectateurs aiment à le retrouver. On pourrait adresser la même remarque à Jim Carrey ou Christian Clavier. C'est ok! Bien entendu, il arrive que ces acteurs sortent de leur zone de confort et s'adonnent à des rôles plus dramatiques. Jim Carrey a joué plusieurs fois dans des films moins loufoques. On pourrait aussi penser à Bernard Campan. Après les nombreux sketchs et comédies des inconnus, il a choisi de jouer dans des films plus dramatiques. Mais cette répétition actorale n'est pas l'apanage de la comédie. Il suffit de regarder la récurrence des rôles bourrins de Stallone à une époque, ou ceux de Vieux et Gris de Jean Gabin pour s'en rendre compte. Certains comédiens sont connus pour jouer la folie, pour être des antagonistes, pour incarner la sagesse. Qui plus est, pour les acteurs, varier son interprétation permet d'ouvrir sa palette de jeux. Robin Williams est un acteur très apprécié, en partie parce qu'on l'a vu nous faire rire et nous toucher. Whoopi Goldberg et Omar Sy, dans les comédies, mais aussi dans d'autres genres, charrient une vague de légèreté bienvenue. Dans Ghost, Whoopi Goldberg sert de comic relief à une histoire traitant de la perte d'un proche. Omar Sy, par son rire communicatif et le duo qu'il forme avec François Cluzet dans Intouchable, ponctue le film d'épisodes amusants. Pas bien. Il va plus bien du tout. Ouais, putain. Et tous deux restent capables de livrer des interprétations graves, en adéquation avec l'engagement d'un film. En théorie, Leslie Nielsen, dans les films des As, joue son décalage de la même façon. La différence étant que l'humour des séquences se dégage non de ses folies interprétatives, mais de sa sobriété. Par ailleurs, on a du mal à croire qu'un homme de son âge se livre avec autant de sérieux à de telles pitreries. Idem pour Lloyd Bridges, que l'on a plaisir à retrouver pour des raisons similaires. De génération en génération, les gags évoluent, le sens de la réplique varie, les sujets traités diffèrent. Avec le temps, certains films à la base pas prévus pour être drôles ont gagné en hilarité. Souvent cité comme le plus grand navet de tous les temps, considération très discutable, j'en conviens, Plan 9 from Outer Space, avec un regard actuel, est un film horrifique ridicule. Sauf qu'à sa sortie, il se prenait au sérieux. Aujourd'hui, il n'y a qu'à observer la nonchalance et le surjeu des acteurs maquillés pour se croire dans un mauvais train fantôme.
paradoxe, donc, que des comédies peinent à divertir quand des films ratés peuvent nous tordre de rire. C'est la différence entre navet et nanar. Le navet est tellement raté qu'il ne suscite pas l'intérêt des spectateurs. Le nanar, en revanche, dans sa sincérité maladroite, peut devenir comique. Amusant de noter que des films volontairement kitsch et fourre-tout comme Sharknado recherchent l'esthétique du nanar, et il y a un public pour cela. Maintenant, l'intérêt des nanars divise beaucoup. Après en avoir vu plusieurs, on remarque que la structure diffère peu d'un nanar à l'autre. Une fois que l'on a compris que les effets visuels sont approximatifs, que le scénario est en roue libre et que les acteurs ne se convainquent pas eux-mêmes, on ne reste que pour observer jusqu'où le délire sera poussé. C'est la raison pour laquelle le nanar structuré, en principe, n'existe pas. Mais certains films comme Mars Attacks reprennent certains de ces codes, c'est-à-dire des effets spéciaux datés, des personnages ridicules, une histoire invraisemblable, pour y critiquer les institutions américaines et l'incompréhension culturelle. Les parodies, pour y revenir, sont à la frontière des nanars. Étant donné qu'elles s'amusent à franchir les limites du raisonnable, elles mettent un pied dans le too much. On l'a vu avec Mel Brooks. Sacré Robin des Bois, par exemple, revisite la légende d'une façon déconcertante. Mais qu'en est-il d'une parodie de parodie ? Dans Professeur Folding, Eddie Murphy parodie plusieurs stéréotypes d'une famille afro-américaine lors de la scène de dîner. Scène dans laquelle il joue presque tous les personnages. Tonnerre sous les tropiques, dans ses spots publicitaires parodiques, reprend la scène avec Jack Black, mais en poussant encore plus loin l'humour populacier. Face à cela, deux réactions possibles. Apprécier l'outrance, ou juger l'humour trop facile, voire puéril. La réception de l'humour dépend de l'époque, de la mise en scène du gag, mais dépend surtout, ainsi qu'on s'y attend toujours, de la subjectivité des spectateurs. Il arrive même qu'une comédie ne fasse pas du tout rire une personne au premier visionnage, mais y parvienne au second. Entre-temps, il suffit que le spectre humoristique de la dite personne ait changé ou qu'elle se trouve dans un contexte différent pour revoir son jugement. La limite de l'humour se retrouve aussi dans sa relecture. Est-il possible, pour une même blague, de nous faire autant rire au premier visionnage qu'au cinquième ? Rire encore à une scène qu'on a déjà vue est gage de qualité. Il arrive même qu'un gag soit drôle précisément parce qu'on sait où il va aller. On anticipe sa chute, mais on perd l'effet de surprise. Les fans de Kaamelott le savent bien. Le format court et la multitude de situations confèrent à la série un excellent revisionnage. Eh oh ! Ça va pas bientôt finir, non ? Là, quand on se fâche, il y a toujours un résultat. On a beau connaître chaque épisode, la stupidité des personnages, de certaines répliques, doublées de l'impatience d'Arthur, nous promettent un joyeux cocktail. L'humour opère un effet immédiat, mais souffre de cette fugacité. Une scène comique, même si elle peut rester durablement dans les esprits, garde un effet moins vivace qu'une scène dramatique. Voilà pourquoi les comédies, aussi grandes, aussi réussies soient-elles, peinent à atteindre le statut de chef-d'œuvre dans l'imaginaire collectif. Comme si leur légèreté artistique leur créait un plafond de verre. D'un autre côté, on pourrait tenter de l'expliquer par la facilité qu'a notre cerveau à se souvenir d'un événement douloureux, pour éviter qu'il ne se reproduise, là où une blague peut vite s'évanouir. C'est également ce pourquoi un faux pas peut effacer injustement plusieurs réussites. Difficile de conscientiser cela et de lutter contre. Voilà pourquoi, lorsqu'on demande à une personne de citer ses films préférés, il y a peut-être moins de chances qu'elle cite une comédie. Si je vous demandais de me citer la scène qui vous a le plus fait rire au cinéma, peut-être vous faudrait-il du temps pour rassembler vos souvenirs. En revanche, de citer un moment émouvant, un film qui vous a fait pleurer, qui vous a marqué durablement, pourrait vous venir plus facilement à l'esprit. Alors je vous pose la question, quelle scène vous a le plus fait rire au cinéma ?